réseau de villes, sites et cités remarquables de France, Martin Malvy, qui a été empêché en dernière minute, qui ne peut donc se joindre à nous aujourd'hui. Donc il vous prie toutes et tous de bien vouloir l'excuser. Donc j'accueille Marie-Lise Ortiz, qui est la déléguée générale du réseau Sites et Cités Remarquables de France et qui a contribué aux côtés de Martin Malvy à l'établissement du rapport sur le tourisme patrimonial qui avait été confié à notre président par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Donc Marie-Lise Ortiz pourra présenter tout à l'heure ce rapport, les 54 propositions qui ont été développées dans le cadre de ce rapport, ou nous faire en tout cas un abstract de ces propositions. Également donc est présente Caroline Michel qui s'occupe du patrimoine donc au niveau de la ville de Bastia, ainsi que son élu référent donc Philippe Peretti. Donc merci pour votre présence et vous nous parlerez plus particulièrement donc des liens entre le tourisme patrimonial et le tourisme balnéaire et le tourisme naturel qui sont extrêmement forts donc à Bastia. Et également donc Mélanie Beer qui est ici et qui est la représentante d'Atout France et qui anime le cluster tourisme et culture dans le cadre d'Atout France. Donc il y aura beaucoup de choses à nous dire sur le marketing de nos territoires, tout ce qui est approche effectivement analytique des clientèles concernées. Voilà, donc on va vous présenter rapidement ces différents sujets. Je parlerai moi-même un peu plus des problématiques de croisement des réseaux, puisque je suis donc Alain Vogel-Singer, maire de Pézenas, qui est une ville du sud de la France, et j'ai été pendant longtemps président des villes métiers d'art. Donc je parlerai plutôt de cette thématique du lien entre patrimoine et métiers d'art. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que derrière, nous ayons une partie d'échange avec vous, que cette conférence soit la plus interactive possible. Donc je vais tout de suite céder la parole à Marie-Lise Ortiz pour qu'elle vous présente ce rapport évoqué de Martin Malvy. Et donc derrière, les questions, par contre, nous les renverrons, si vous voulez bien, à la fin des interventions. Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer effectivement de vous présenter le rapport de Martin Malvy qui lui avait été confié en 2016 par Laurent Fabius et qu'il a rendu en début 2017 à Monsieur Ayrault, alors ministre des Affaires étrangères. La lettre de commande de Laurent Fabius était intéressante puisqu'il s'agissait de voir comment on pouvait développer le tourisme en France à partir des patrimoines et comment on pouvait développer aussi la promotion de ces patrimoines vers les publics et la clientèle étrangère. Pour faire ce rapport, donc, M. Malvy a été accompagné par Atout France. Donc, je salue Mélanie Beer qui représente ce grand partenaire en termes de tourisme, par le ministère des Affaires étrangères aussi, et par Sites et Cités Remarquables. Et j'ai eu la chance et le plaisir, effectivement, d'accompagner ce projet qui a duré quelques mois, qui a permis d'auditionner quelques 250 acteurs publics et privés, à la fois du tourisme, de la culture et du patrimoine, et de rencontrer aussi d'aller à la rencontre de 4 régions, de 4 territoires pour voir in situ comment se présenter, comment on travaillait sur ces 2 axes, tourisme et patrimoine. Donc nous sommes allés en Bretagne, nous sommes allés dans la région de Grand Est, nous sommes allés en Occitanie et nous sommes allés dans les Pays de Loire. Et effectivement, un point qui était important, c'est que partout on voit des expériences multiples, intéressantes, souvent courageuses. On a vu encore ce matin aussi avec la conférence qui a précédé sur ces acteurs qui reprennent des monuments pour en développer la fréquentation touristique et pour les maintenir aussi en état. Alors, on est parti le rapport part de quelques constats. En 2016, il y avait, selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, 1,2 milliard
touristes dans le monde. Il y en aura 2 milliards en 2030, ce qui est énorme. Il y a eu une évolution du tourisme, de la fréquentation touristique étrangère en France très très forte depuis les années 90. On comptait 53 millions de touristes en France en 90. Aujourd'hui, en 2015, on était à 85 millions. Un peu moins en 2016, puisque ça a été une année complexe, difficile en raison des attentats, mais on voit une très très grande progression sur 2017. On annonce 87 millions, 88. On verra à la fin de l'année quels seront les chiffres de cette fréquentation touristique étrangère. L'objectif, c'est 100 millions en 2020, et c'est comment y parvenir. Et sinon, parvenir à ces 100 millions, comment développer aussi l'investissement et la dépense en France à partir du tourisme, parce que si la France est la première destination touristique, elle est à la 4e place, voire plus lointaine en ce qui concerne les recettes. Il faut se rappeler aussi que le tourisme, c'est plus de 7% du PIB, ce qui est quand même, on est presque à 8%. C'est 2 millions d'emplois, c'est donc quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique et qui doit être extrêmement pris en considération. Ce que l'on constate aussi, c'est que un des points importants dans la décision de faire le voyage en France, eh bien, pour 50% des touristes étrangers, c'est la culture et c'est le patrimoine. Ce n'est pas neutre. Il y a quelques années, on disait que c'était un tourisme de niche. Ce n'est plus le cas. En fait, la démarche, elle est essentiellement culturelle. On vient en France en raison de la culture, du patrimoine, des images qui sont véhiculées aussi par les auteurs français, par la littérature, par l'image qu'entretient la France et qu'elle doit entretenir aussi à l'extérieur. De cette clientèle internationale, est ressorti aussi que sur ces 85 millions donc, en 2015, 80% étaient d'origine européenne. C'est dire aussi l'importance de cette fréquentation, de ce tourisme donc, pratiquement maintenant aujourd'hui de proximité, qui pourtant a tendance à baisser. On a des fréquentations notamment allemandes qui sont en baisse, on a d'autres fréquentations qui sont en légère baisse, et peut-être que l'axe et les propositions qui peuvent être faites à partir du patrimoine peuvent permettre de renouveler aussi ces fréquentations. On est aujourd'hui dans une période de très grosse concurrence, ça ne vous a pas échappé, de très très grosse concurrence en matière de tourisme. Il y a d'autres pays qui émergent, notamment les pays du sud de l'Europe, l'Espagne a le vent véritablement en poupe, et d'autres pays aussi montent par les qualités de leur patrimoine, notamment en Europe de l'Est. D'autres pays sont en train de développer l'attractivité de leur territoire. Donc on est dans un champ très très concurrentiel, et peut-être que les patrimoines peuvent faire aussi une certaine différence. Ces patrimoines, l'intérêt de travailler aussi sur le développement du tourisme à partir des patrimoines, c'est que ces patrimoines, ils sont partout en France. On a cette chance, mais si ces patrimoines sont bien répartis sur tout l'Hexagone et en Outre-mer, il n'en reste pas moins que les touristes, quand ils se déplacent, se focalisent sur l'Île-de-France, sur la région de la Côte d'Azur et puis sur les grands sites. Et la problématique était comment faire en sorte d'attirer les touristes vers d'autres zones qui en ont besoin de ce tourisme. S'il y a un effet de surfréquentation sur certains territoires, sur certains monuments, ce n'est pas le cas des 3/4 de la France, qui pâtit souvent de baisse économique. Et c'est vrai que là, j'en renvoie aussi à d'autres études qui ont été faites, notamment un rapport qui a été réalisé parallèlement par un autre de nos membres fondateurs, Yves Dauge, qui montre les pertes de vitesse de certains territoires, des villes moyennes, les villes petites, les petites villes, qui sont en perte de vitesse et pour lesquelles, peut-être que dans une réflexion aussi globale d'aménagement, mais aussi avec l'axe tourisme, on pourrait les refaire démarrer. Quels sont les autres constats qui sont apparus aussi? C'est que l'on est dans deux mondes quand on travaille sur tourisme et patrimoine. Deux mondes qui ont tendance quand même à se rapprocher aujourd'hui, de plus en plus, mais qui n'en restent pas moins deux mondes. Pour les uns,
Le touriste est un visiteur, pour les autres c'est un client. On est véritablement dans des cultures différentes, mais aussi dans des formations qui sont très différentes. Ce qui fait qu'il va falloir réfléchir quand même à ces rapprochements entre ces deux mondes, si on veut aussi développer l'attractivité de nos territoires. Donc ça, c'était les constats qui ont été faits. Et à partir de ces constats, bien Martin Malvy a fait 54 suggestions. Alors, je ne vais peut-être pas vous les donner toutes, ces 54 suggestions, ce serait un peu long, mais je vous renvoie sur le document et sur l'étude que vous retrouverez sur notre site. 54 suggestions, dont certaines qui sont majeures, notamment celle sur la gouvernance. Aujourd'hui, on est quand même dans un millefeuille quand on parle tourisme et culture. C'est de la compétence de l'État, c'est de la compétence des régions, c'est de la compétence des départements, c'est de la compétence de l'intercommunalité, c'est de la compétence de la collectivité. Et dans ces différentes compétences, il y a différents services qui peu tendance à se rencontrer. Donc, un des grands axes en termes de gouvernance, c'est essayer de se rapprocher, donc de rapprocher les différents acteurs, culture, tourisme et patrimoine, d'éviter de travailler en tuyau d'orgue, ce qui est quand même encore beaucoup le cas. Au niveau de l'État, alors tout à l'heure j'ai entendu que la convention entre tourisme et culture allait être prochainement signée. C'est une convention dont on parle déjà depuis quelques temps. Elle est sans doute fortement très intéressante. C'est une convention qui viendra poursuivre celle qui avait été signée en 1998. On l'a un petit peu oubliée, mais elle existe. Et puis celle qui a été signée, alors nous on l'a d'autant plus ressorti qu'elle a été signée à Figeac en 1998 et que notre président était à la source de cette signature. Et puis en 2009, autre convention qui a été aussi intéressante, qui permettait de travailler ensemble entre tourisme et culture. Donc la prochaine devrait bientôt voir le jour. Mais ce qui est important à noter, c'est que ces conventions, elles ne concernent en fin de compte que 2 ministères qui vont la signer. Et en fait, quand on travaille sur les axes tourisme et patrimoine, eh bien, il y a d'autres ministères qui sont concernés. Et une des propositions de notre président, c'était aussi de faire appel à ces autres ministères qui sont l'éducation nationale, qui sont l'agriculture, qui sont la défense, qui sont l'économie, et j'en passe. Donc, essayer de travailler un peu plus en interministériel. Et il avait proposé aussi un groupe de travail de haut niveau, tourisme-patrimoine, permettant à l'ensemble de ses représentants d'être présents et de travailler davantage en transversalité. Une autre de ces propositions concerne les régions, puisque là aussi, les régions ont aujourd'hui une compétence extrêmement forte en matière de tourisme et elles réalisent leur schéma régional de tourisme. Mais rares sont les régions qui font beaucoup appel, en fin de compte, aux acteurs de la culture et du patrimoine. Donc là encore, proposer un séminaire des territoires qui permette de retrouver, encore une fois, tourisme, culture et patrimoine, de façon à travailler plus ensemble, de mieux se coordonner, de faire des programmations communes aussi, puisqu'on croule sous le nombre de programmations, de propositions, de schémas qui émanent des uns et des autres sans jamais beaucoup de coordination. Et en fin de compte aussi au niveau de l'intercommunalité, puisque maintenant ce sont les intercommunalités qui ont souvent la compétence tourisme, alors que la compétence culture et patrimoine peut rester à la commune. Donc essayer de travailler plus en relation, en lien les uns avec les autres, ce que font déjà certaines collectivités, mais c'est vrai d'en faire un point important et systématique serait bien. Autre point sur lequel notre président avait été sollicité, c'était la question des labels. En France, on a de très, très, très nombreux labels qui sont tous très, très intéressants. On a l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a les labels que l'on porte bien, Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Il y a le label Ville-Métiers d'Art. Il y a les petites cités de caractère. Il y a les plus beaux villages de France. Il y a les détours. Il y a le réseau des grands sites, il y a les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, le réseau des maisons d'écrivains, le réseau des maisons des illustres, etc. Donc, il y en a beaucoup et je ne vous cite que les principaux. Donc, c'est important, tous ces labels, tous ces titres sont essentiels, sont extrêmement importants, car on le verra tout à l'heure, on en aura des exemples. Ils permettent de construire l'offre sur le territoire. Ils permettent aussi de mieux structurer
le territoire au niveau local, de mieux travailler ensemble, de sensibiliser les habitants, de sensibiliser aussi les professionnels du tourisme au patrimoine. Ils ont un rôle de construction extrêmement important. Par contre, à l'international, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas beaucoup d'audience. On connaît au niveau international, bien sûr le patrimoine mondial, et puis on va connaître aussi un petit peu les plus beaux villages, parce qu'ils sont arrivés à faire ils sont arrivés à monter d'autres réseaux des plus beaux villages de France, des plus beaux villages, en Espagne, au Japon, dans différents territoires. Et donc ils ont un petit peu une certaine audience. Cependant, il semble intéressant que ces réseaux qui ont une offre de qualité puissent être mieux connus au niveau international. Et là, c'est aussi une des propositions qui a été faite et qui est en train de se mettre en place, puisque nous avons eu tout dernièrement notre congrès à Calais, où les réseaux étaient conviés et où ils émanent de l'ensemble de ces réseaux qui n'ont pas les moyens de faire leur communication à l'international, qu'ils ont un souhait de travailler ensemble pour pouvoir mieux se faire connaître au niveau international, en privilégiant bien sûr une image à l'international sur les patrimoines qui pourrait être patrimoine de France, et en travaillant au niveau local sur une offre de qualité qui corresponde bien sûr à l'image que l'on véhicule à l'international. Et là, on va se tourner bien sûr vers Atout France, qui sera un de nos partenaires et auquel le président a bien pensé comme partenaire de cette bannière qui pourrait être développée. De même qu'on a évoqué aussi, et il a évoqué le Centre des Monuments Nationaux, qui était là tout à l'heure, pour un certain accompagnement, pour certaines compétences qu'a le Centre des Monuments Nationaux, qu'il a développées en termes de numérique, notamment sur certains de ces sites. Autre axe, l'hébergement. Alors on rejoint là aussi l'autre étude qui a été portée par Yves Dauge, l'hébergement et l'hôtellerie qui sont à développer, à étudier aussi dans les villes petites et moyennes, pour avoir une offre aussi de qualité et qui s'appuie aussi sur le patrimoine. Et ça se réfléchit aussi au niveau de l'aménagement, au niveau de la réflexion que l'on peut avoir sur nos centres anciens. Donc travailler sur cette hôtellerie, travailler aussi, comme l'a fait Sedan, ça c'est un des autres exemples que l'on peut évoquer, Sedan avec ce château, la plus grande forteresse médiévale d'Europe, qui a su, à partir d'un château qui était en ruine, avec l'ensemble de ses partenaires dans la Caisse des dépôts, mais pas que, renouveler et faire une proposition d'une offre d'une hôtellerie 4 étoiles, donc à Sedan, et puis aussi d'avoir un lieu de visite accessible avec un centre d'interprétation. Donc cela fait partie aussi de ces pépites qui ont été développées et qui sont un petit peu des exemples pour d'autres, quand on a l'ensemble des outils et des partenaires pour le faire. Il a aussi évoqué l'accompagnement en ingénierie, parce qu'elle est essentielle, on l'a vu dans la conférence précédente, mais c'est vrai que cet accompagnement en ingénierie est important pour les collectivités, mais aussi pour les repreneurs. Mieux connaître aussi le foncier disponible et les bâtiments disponibles pour une certaine reprise par justement un vivier qui pourrait être construit de repreneurs. Enfin, je regarde un peu mon temps. Oui, on échangera. Vous aurez l'occasion de poser des questions et je termine donc. Il y a aussi l'aspect de l'accueil, de l'offre, de la connaissance, de la communication. La connaissance, c'est aussi mieux connaître nos clientèles. C'est avoir aussi un observatoire qui soit commun entre tourisme, culture et patrimoine. Il existe de multiples observatoires et il est important d'avoir quand même des bases de données communes. Et je sais qu'il y a quand même maintenant, j'ai entendu parler quand même de chantiers dans ce sens-là, mais c'est quand même important pour mieux connaître nos clientèles et savoir quelles sont les attentes de ces clientèles, ce que l'on peut aussi proposer à ces clientèles. Animer le patrimoine est essentiel partout. On nous a parlé de raconter une histoire, mais pas toujours la même, bien sûr. Donc il faut que chacun puisse raconter une histoire qui lui est propre, qui lui est intime, qui permette d'expliquer ce qu'est ce territoire à nul autre pareil. Donc c'est un point aussi essentiel qui peut être aidé aussi par le numérique qui a énormément révolutionné la fréquentation touristique et des patrimoines, mais que l'on peut aussi utiliser à la fois pour avoir des outils donc, de connaissances, de visites, d'expositions, mais aussi que l'on peut nourrir puisqu'on a de multiples sites qui présentent
souvent nos sites et nos territoires, mais qui n'ont pas toujours une information de grande qualité. Donc c'est peut-être à la culture et au patrimoine de s'emparer aussi de ces sites pour donner de l'information. C'est aussi renforcer le rôle d'Atout France. Ça faisait partie des points importants et je vais pratiquement terminer là. Renforcer le rôle d'Atout France, puisque Atout France a bien sûr un fonds financier pour faire la promotion au niveau international, mais il ne semble pas qu'elle soit non plus suffisante pour faire cette promotion à l'international qui demande quand même des financements importants, et on aura l'occasion de parler du cluster qui n'est pas si doté que cela à ce que l'on a vu, le cluster tourisme et culture. Enfin, il est important aussi de rapprocher différentes pratiques, tourisme, métiers d'art, culture. Travailler aussi peut-être sur des outils tels que le film. Le film et le cinéma sont des moyens aussi d'attirer les publics étrangers en France, avec par exemple Ils ont tourné en France, qui permet, en travaillant avec Film France, de mieux connaître les sites et d'attirer sur des sites où ont été tournés des films. Rappelez aussi que l'an prochain sera l'année européenne du patrimoine et qu'il peut être important en 2018 de développer des actions pour mieux faire connaître nos patrimoines, nos sites. Peut-être qu'une opération qui a été proposée aussi comme la capitale française du patrimoine et de la culture serait intéressante, puisque la prochaine capitale européenne qui touchera la France, ce sera en 2028, c'est un peu loin. Peut-être donc en intégrant avoir des temps forts qui pourraient toucher des villes, à la fois des petites villes, des villes moyennes et des grandes villes, qui pourraient être capitale française du patrimoine et de la culture sur une année. Peut-être créer aussi un grand événement, un grand temps, à l'image de ce qui a été fait par le voyage à Nantes, qui pourrait se transformer en voyage en France, qui pourrait être aussi un moyen d'allier culture, art contemporain, découverte des territoires. Donc, trouver aussi des idées, des propositions. Et enfin, dernier point, c'est aussi travailler sur la formation. Faire en sorte que dans les formations, il y ait moins d'isolement entre les formations culture, patrimoine et tourisme, puisque par exemple le BTS tourisme qui était à la base même des formations des acteurs du tourisme, dans les offices de tourisme notamment, eh bien aujourd'hui il n'y a plus par exemple de formation en histoire de l'art dans ces BTS, ce qui est quand même une lacune assez importante quand on pense que ce seront les principales personnes qui accueilleront les touristes. Enfin, et je termine, c'est le dernier point, ne pas se focaliser non plus que sur la clientèle étrangère, mais aussi penser à la clientèle française, qui est la clientèle de proximité, qui en 2016, oui, a fait vivre beaucoup nos territoires quand il y a eu une chute de la fréquentation étrangère, et qui est pour une grande part aussi dans les retombées économiques du tourisme en France. J'en termine là. Merci beaucoup. Donc moi je vais plutôt témoigner alors en prenant la casquette de maire de Pézenas. C'est une casquette qui me tient sur la tête depuis 1995, donc ça fait 22 ans, et c'est une ville qui est ma ville déjà, et qui est une ville extrêmement attachante, qui a un patrimoine bâti extrêmement intéressant, avec une architecture 16e, 17e qui est remarquable, qui a valu donc en 1965 à la ville de Pézenas d'être retenu comme secteur sauvegardé dans le cadre de la loi Malraux. C'est également un patrimoine culturel immatériel important, avec Pézenas a été longtemps une ville de foire, et dès le XIIIe siècle, donc, il y a eu une visite royale, et Louis VIII qui passait pour aller épouser Blanche de Castille a laissé une jument malade. Derrière, cette jument a mis bas un poulain que le roi a offert à son retour donc au consul de la ville, et qui depuis correspond à au totem de notre ville, qui sort lors des fêtes, notamment carnavalesques. Donc ce poulain est inscrit sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis quelques années déjà. Nous avons également en patrimoine culturel immatériel
le moliérisme, parce que ce qui, effectivement, ici on est dans le théâtre de la Comédie Française, c'est vrai qu'il y a deux fauteuils de Molière, un qui est à la Comédie Française et l'autre est à Pézenas, c'est le fauteuil de Molière chez le barbier Gély. Et c'était son coiffeur à Pézenas, son barbier. Et donc ce fauteuil, il a été suivi à la trace par des habitants de la ville dès le début du XVIIIe siècle. Il a été racheté récemment par une association locale. Donc ce moliérisme, ça anime la ville depuis fort longtemps. En 1897, par souscription publique, a été érigé un monument à Molière par un sculpteur biterrois qui s'appelle Injalbert. Et c'est l'association, le comité Molière, dont le président était à l'époque un historien local avec un maire qui est l'actuel, le grand-père de notre actuel secrétaire général du Quai d'Orsay. Ce comité Molière a été à l'origine de la sauvegarde du patrimoine de la ville. Et c'est grâce au comité Molière, qui est devenu en 1921 l'association des Amis de Pézenas, qu'il y a eu donc un suivi particulier, un soin particulier apporté au patrimoine et à sa sauvegarde. Donc ce deuxième point du patrimoine culturel immatériel, c'est effectivement cette image de Molière et cette empreinte de Molière sur la ville de Pézenas. Le troisième, ce sont les savoir-faire. Pézenas, c'est une ville qui a été forgée par des gens de métier, par des artisans d'excellence. Et c'est vrai que ces artisans sont toujours présents aujourd'hui dans la ville. Il y a une tradition d'artisanat. Et cette tradition d'artisanat a fait que nous avons très tôt adhéré effectivement à un réseau qui a été créé il y a quelques années qui s'appelait les villes métiers d'art. Et ce réseau donc a été créé à l'initiative de Philippe Léotard et de François Doubin. Il a donc aujourd'hui plus de 20 ans et il a été créé légèrement avant le réseau des villes et pays d'art et d'histoire, l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire. Et Pézenas, donc, a rejoint dès l'origine aussi le réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Et puis nous avons rejoint aussi les plus beaux détours de France. Et puis nous avons rejoint l'Alliance des villes européennes de culture. Donc je vais vous passer les réseaux auxquels nous avons participé. En fait, il s'avère qu'il y a des réseaux qui ont vraiment du sens. Et l'adhésion à des réseaux, ça doit correspondre aussi à une réalité locale. La réalité locale, on l'a à Pézenas parce que la ville, dès les années 60, donc je vous disais, a eu son secteur sauvegardé. Mais ce qui était synchrone avec cette création du secteur sauvegardé, c'était la mission Racine, c'était le littoral qui s'équipait de stations touristiques importantes. Et dans les années 60 donc également, ont été créés la Grande Motte, le Cat Barcarès et le Cap d'Agde. Qui aujourd'hui participent de la même communauté d'agglomération que la ville de Pézenas. Donc nous sommes aujourd'hui également ensemble dans le cadre d'un office de tourisme. Et finalement, donc, il s'avère que la relance de l'artisanat d'art à Pézenas a été liée à l'aménagement du littoral et à la mission Racine. Il y avait une population touristique nouvelle qui venait sur le littoral et quelques bénévoles, une poignée de bénévoles, ont suggéré à l'époque à la mairie de créer un festival qui allait allier de nombreuses activités pour animer la ville en été et faire venir ces touristes qui effectivement se trouvaient en nombre sur la côte. Donc la relance des métiers d'art, c'est ce festival qui s'appelle la Mirandella des Arts, qui a été créé en 1966, un an après la création du secteur sauvegardé, et qui a permis de conserver sur la ville une activité d'artisanat d'art. Et cette activité d'artisanat d'art, aujourd'hui, elle est essentielle pour la ville de Pézenas. Si vous aurez l'occasion de découvrir peut-être dans le cadre du salon la revue des ateliers d'art de France. Il y a un reportage qui est dédié à Pézenas, qu'ils ont appelé Pézenart. Là, vous voyez les artisans d'art aujourd'hui. Il y a une trentaine d'ateliers relais qui sont mis à disposition d'artisans par la communauté d'agglomération pour venir s'installer sur notre communauté d'agglomération. Et les plus anciens sont situés sur la commune de Pézenas. En 95 également, donc la ville s'est dotée, en 94 pardon, s'est dotée d'une maison des métiers d'art
qui était une vitrine des savoir-faire locaux. Et il y a donc eu imbrication forte entre la fréquentation touristique, la sauvegarde du patrimoine, puisque nous avions des artisans qui, essentiellement à l'origine, étaient liés au métier du patrimoine, au bois, au fer, à la pierre, et au métier de la scène, du fait de l'importance de Molière à Pézenas. Donc tout cela, c'est quelque chose un tissu, une imbrication, une intrication, je dirais, des différents dispositifs, qui a fait que la ville s'est petit à petit constituée une image particulière. Bon, bien évidemment, nous avons créé il y a quelques années aussi, dans le cadre du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Donc il y a eu correspondance entre cette maison des métiers d'art, le musée local et le SIAP, ce qu'on appelle le SIAP. Et petit à petit, donc, c'est comme ça forgé une politique culturelle qui était lié à ce lien biunivoque, intime, entre le patrimoine et les métiers d'art. Donc c'est là-dessus, ces labels, je dirais, puisque c'est de la question, les labels Ville et Pays d'Art et d'Histoire, le label de Ville et Métiers d'Art, ça a été des incitations. Le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire nous a amené à passer une convention avec le ministère pour justement créer le SIAP, le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Le label Ville Métiers d'Art nous a amené à être toujours plus actifs, proactifs dans le cadre de l'activité métier d'art. Et nous avons, au-delà de la Maison des métiers d'art, travaillé dans le domaine de la formation que nous évoquions, travaillé dans le domaine également de la sensibilisation au métier d'art, avec un lieu qui permet aux artisans de la ville de venir, c'est dans l'ancienne hôtellerie du Bas d'Argent où Molière rencontrait Dassoucy, de venir proposer des stages, donc de présenter à des touristes, à des habitants, leur savoir-faire et de leur apprendre quelques recettes par rapport donc à leur métier. Alors effectivement, c'est une alchimie compliquée, ce lien entre les métiers d'art et le patrimoine et le tourisme. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre non plus les artisans d'art avec c'est pas un zoo, quoi, hein, je dirais, des ateliers d'artisans d'art, c'est pas des cages où on voit des artisans qui s'animent. Il y a des métiers, il y a parfois des manipulations de matières qui sont des matières dangereuses, il y a parfois des conditions d'exploitation particulières qui font qu'on ne peut pas ouvrir à tout moment au tourisme. Donc il faut bien régler les choses pour que cela se passe le mieux possible et que le tourisme, le flux touristique apporte une bonne clientèle, je dirais, aux artisans d'art. Et ça permet progressivement, en termes touristiques aussi, d'élargir les ailes de la saison. C'est-à-dire que là où, au début, on avait une ville qui recevait du tourisme dans les années 60, entre le 14 juillet et le 15 août, mais aujourd'hui, on a une ville qui vit à l'année. Vous venez actuellement promener dans les rues de la cité, vous verrez effectivement qu'il y a beaucoup de monde. Parce que aussi le tourisme et l'attractivité touristique, c'est un mix. Donc il y a aussi des activités culturelles tout le temps, à long nez, comme on dit dans le Sud, avec un festival d'art lyrique qui vient de se terminer, qui s'appelait Pézenas Enchanté. Nous enchaînons avec un festival de littérature jeunesse, La Maman des Poissons, en l'honneur de Bobby Lapointe, qui était né à Pézenas. Nous continuons avec les fêtes de Noël, où les artisans d'art seront à l'honneur. La Maison des métiers d'art a fait 34 expositions, puisqu'elle est maintenant liée, ça aussi c'est intéressant, on en parlera s'il y a des questions, aux ateliers d'art de France depuis quelques années, et pour nous ça a été un accélérateur extraordinaire. Et ensuite donc on continue avec des fêtes carnavalesques, le Printemps-Val, Molière dans tous ses éclats, etc. Donc il y a tout le temps quelque chose en arrière-saison. La ville a poussé les activités aussi culturelles en arrière-saison, pour que l'été, finalement, on accueille le grand flux touristique qui est sur la côte, mais on puisse aussi élargir, comme je le disais, ces ailes de la saison et accueillir dans des conditions optimales les touristes qui s'intéressent au patrimoine et au métier d'art. Voilà, je m'arrête là, mais c'est important d'avoir ces labels comme un élément stimulant. Alors, il y en a beaucoup. Il faut qu'il y ait du lien entre eux. Il faut qu'on arrive effectivement derrière à travailler aussi avec les opérateurs, les entreprises du patrimoine vivant, les maîtres d'art,
les meilleurs ouvriers de France au cas échéant, mais surtout les EPV et les maîtres d'art. Il faut qu'on conventionne aussi avec les ateliers d'art de France, parce qu'ils ont des choses à nous apporter. Mais à un moment, aujourd'hui, moi je peux témoigner de la richesse et de l'intérêt des labels et du croisement de ces labels pour faire évoluer une ville dans un sens d'un accueil touristique toujours plus chaleureux et toujours plus important. Bien. Moi, je me contenterai de quelques mots, car je suis très content que la directrice du patrimoine de Bastia, Caroline Michel, vous fasse part de ses impressions, de ses réflexions. Après tout, c'est elle qui, au quotidien, s'occupe de la mise en valeur de notre ville, du patrimoine de notre ville, et fait en sorte que notre petite cité soit attractive. En écoutant Monsieur le maire de Pézenas, je me rends compte que ces préoccupations sont aussi les nôtres. Il s'agissait dans les années 60 de détourner les touristes attirés par les plages du Languedoc vers une petite cité de l'intérieur. Nous sommes sur la mer, vous vous en doutez. Nous avons même une plage de quelques kilomètres de long qui s'appelle la Rinelle, mais notre problème, il est très simple. Nous sommes, la géographie nous a placés à quelques dizaines de kilomètres de la Toscane, un peu plus de la côte de la Provence. C'est pour ça que les grandes compagnies maritimes ont choisi Bastia comme port principal d'accès à la Corse. Nous accueillons environ à Bastia un peu plus de 2 millions de touristes par an, 2 millions de passagers. Nous sommes le premier port de passagers de France, en concurrence avec Calais, où avait lieu notre congrès récemment. Et pourtant, les touristes ne restent pas à Bastia. Ils ne font qu'y passer. Un tunnel permet de conduire les transits vers le sud de la Corse et vers des plages plus réputées que la plage de Bastia. Et pourtant, nous avons été pendant des siècles la capitale de la Corse, à l'époque de Gênes, à l'époque de la Ligurie. Nous avons un patrimoine exceptionnel, une citadelle qui est une citadelle vivante, un quartier vivant avec le palais des gouverneurs génois qui est le musée principal de Bastia, mais qui est aussi, je dois le dire, je me vante un peu, le plus beau musée de la Corse. Et pourtant, on ne fait que passer à Bastia. On ne fait que passer à Bastia et toute notre volonté consiste à essayer de retenir les habitants. Nous avons 23 églises, dont des chefs-d'œuvre baroques. Nous le méritons, voilà. Tous les maires et tous leurs adjoints vous diront peut-être la même chose, mais c'est un combat quotidien. Alors notre réponse, c'est bien sûr la mise en valeur du patrimoine et cela correspond bien sûr à notre combat ou notre présence au sein de ce merveilleux réseau qui est le réseau des villes et pays d'art et d'histoire. La ville vient de se doter d'une AVAP qui protège l'ensemble de la cité. C'est le résultat de la dernière commission des sites et nous menons ce combat. Nous n'avons pas la chance d'avoir Molière, nous n'avons pas non plus Bobby Lapointe. Quelques personnages illustres ont pourtant séjourné à Bastia et Caroline Michel va vous présenter notre stratégie. Je vous remercie. Merci Philippe. Bonjour à tous. D'abord, évidemment, on remercie l'association des cités C'était remarquable de nous avoir invités et sur le salon et pour cette conférence. On est très heureux et très fiers de partager tout ça avec vous aujourd'hui et tout le long du salon. Alors Philippe a fait une introduction très, très intéressante. En fait, on est une sorte de complexe bastiais. Évidemment, on est dans une très belle région, une île. Dans l'imaginaire des gens, les gens qui viennent visiter la Corse, ils viennent beaucoup pour une destination nature, balnéaire, et retrouver évidemment un petit peu d'authenticité, mais ça c'est plus récent. Je ne vais pas vous assommer sur l'historique de la Corse, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que Bastia a été fondée donc, à la toute fin du XIVe siècle. Avant ça, nous étions des terres seigneuriales du Moyen-Âge. Les Génois arrivent quelques dizaines d'années avant sur la Corse, et un gouverneur, Léonello Lomellin, décide de choisir, non pas Bastia, un site pour construire une tour et faire de cette ville le premier lieu défensif, un comptoir. Il y a le site l'attire, le port en fait, au centre de la Méditerranée, à quelques kilomètres de l'Italie, de la Ligurie notamment, du continent français évidemment. Et il choisit un port et un promontoire rocheux qui va devenir ce quartier fortifié qu'est la citadelle. Il fait construire une tour qu'on appelle à Bastille, une bastille, un bastion qui donne son nom à la ville. Jusque-là, tout va bien. Le pouvoir de la sérénissime République de Gênes a des hauts et des bas. Pendant quelques années, nous sommes la capitale historique de la Corse, de la Corse génoise. Gênes a quelques faiblesses. On passe par quelques années d'indépendance de la Corse, le royaume anglo-corse.
Gênes cède la Corse à la France finalement, et on a comme ça une succession de pouvoirs qui n'ont de cesse que de dénigrer ce qui a été bâti par le prédécesseur. C'est comme ça. Voilà. Les Français arrivent, ce qu'ont fait les Italiens, c'est pas bien. Les Corses, ce qu'ont fait les Français, c'est pas bien. Ce qu'ont fait les Italiens, c'est pas bien, etc. Et on se retrouve dans une ville où on a un patrimoine civil et religieux quand même conséquent, parce qu'au XVIIIe, c'est une ville très riche, justement parce qu'on y commerce, parce que c'est un vrai comptoir. Pas moins de 26 couvents et églises sur un territoire de 20 km². Voilà. La plupart des édifices qu'on retrouve aujourd'hui ont été construits dans leur forme actuelle au XVIe siècle, mais sont de fondations antérieures. Ensuite, on a eu un deuxième assassinat, je dirais, de la ville, c'est pas le dernier, c'est Napoléon, natif d'Ajaccio, comme on le sait, qui transfère la capitale de la Corse, de Bastia, à Ajaccio. Et là, c'est le drame. Bastia est encore le poumon économique de la Corse, mais au sortir du XIXe siècle, voilà, le tournant de la modernisation des industries se fait relativement mal. On est dans une situation un petit peu difficile, et pour ne rien arranger, la Seconde Guerre mondiale abîme énormément la ville. Donc on se retrouve avec des habitants qui vont fuir le centre historique, comme dans beaucoup de villes, pour rejoindre les grands ensembles construits lors de la reconstruction, trouver des appartements plus confortables dans des quartiers neufs. Et on se retrouve avec un centre-ville qui, pour un regard expert ou un regard de sachant, a du potentiel et est une ville très belle, mais quand même qui a le charme des ruines napolitaines, avec des façades lépreuses. Et c'est pas forcément très facile, surtout quand on est un visiteur au début des années 90 et qu'on vient pour se baigner, pour faire le GR, etc. Quand on arrive à Bastia en bateau, c'est joli quand on arrive, mais vite on veut partir se baigner. Et alors c'est frustrant, effectivement, d'avoir le plus grand port de Corse, le deuxième port français en termes de passagers, voire 2 millions de passagers arrivés par an, et immédiatement se diluer sur le reste de la région et absolument pas rester sur Bastia. Mais ce qui est encore plus frustrant, c'est de trouver que les habitants, finalement, trouvent ça normal. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas conscience de la beauté et de l'importance historique de leur ville. Donc ça, c'est le constat fait dans les années 90. Quelques chiffres très rapidement. Donc on est à 1 600 000 touristes en 1998 à peu près sur l'ensemble de la Corse. Une DMS, une durée moyenne de séjour de 15 jours à peu près. Et uniquement 250 000 visiteurs qui visitent la région bastiaise, c'est-à-dire la communauté d'agglomération. C'est pas énorme. Le PIB du tourisme à l'époque, c'est 12,5% du PIB de la Corse. C'est le revenu du tourisme. À titre indicatif, aujourd'hui, on est à 31% sur la région Corse. Donc, la ville a conscience, la municipalité de l'époque, de l'importance de son patrimoine et décide de se doter d'un instrument qui est la direction du patrimoine en 1997. Alors aujourd'hui, c'est tout naturel d'avoir un service du patrimoine dans une ville. À l'époque, c'est la première en Corse. Il n'y a même pas de division régionale sur la collectivité régionale qui s'occupe du patrimoine. C'est-à-dire que c'est délégué aux affaires culturelles. Dans les villes, souvent, c'est le musée qui gère un petit peu le patrimoine, les églises, etc. Donc on se dote d'une direction du patrimoine qui démarre avec des armoires vides. C'est-à-dire le premier travail, c'est faire le travail. Loin de moi l'idée de taper sur les services de l'État, mais on a une DRAC qui est en déliquescence à l'époque. Le travail d'inventaire n'est pas forcément fait, donc qu'est-ce qu'on fait ? On se retrousse les manches, on fait de la recherche, on fait de l'inventaire systématique. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On décide de le rendre aux habitants. On fait des publications, on fait des choses qui sont accessibles à tout le monde et qui peuvent parler à la plus grande partie. Et à partir de 1998, on s'intéresse au label, en fait. Et on se dit que le label Ville d'art et d'histoire, d'abord, il n'y en a pas encore, s'il n'y a pas de ville labellisée. À l'époque, il y a à peu près 120 villes sur l'ensemble de la France. Et c'est un joli gyrophare qu'on pourrait placer sur notre ville. On ne pense pas forcément aux touristes à l'époque. On pense aux habitants et on se dit, tiens, on met un énorme autocollant dessus et forcément, les gens vont se poser la question, on dit pourquoi on est Ville d'art et d'histoire, nous ? On n'a pas Napoléon, on n'est pas Ajaccio, on n'a pas un site exceptionnel, on est un port, on est des gens qui travaillons, nos façades sont moches, etc. Donc c'est une manière de faire prendre conscience aux gens que le patrimoine, même s'il n'est pas restauré, il y a une histoire à raconter et il y a un lien social qui peut se faire autour de ça. Et c'est aussi la volonté de la municipalité de faire du patrimoine un vecteur vraiment intégral de l'ensemble de la politique, un support de l'ensemble de la politique, un vecteur de développement économique, social et culturel. Nous, on s'est dit que c'était un atout pour l'Office du tourisme. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte qu'il y avait une fuite des visiteurs quand on brandissait quelque part le label Ville d'art et d'histoire. Ils trouvaient ça
ennuyeux. Pourquoi ? Parce que nos touristes, ils venaient pour se baigner, pour faire le GR, pour manger du fromage et de la charcuterie, et que c'est beaucoup moins facile de vendre la visite d'une cathédrale quand on vient pour se baigner que de vendre la Sainte-Chapelle quand on vient visiter Paris. Donc il a fallu de l'imagination. Pas de notre part, c'est l'Office du tourisme qui a travaillé avec nous. Et je rejoins le rapport sur la partie qui a été écrite par M. Montelli, justement, d'Atout France, où il faut laisser parler l'imaginaire. Mais justement, on a raccroché notre patrimoine à tout l'imaginaire qui est rattaché à la Corse. L'authenticité, les chants, la gastronomie, les légendes, etc. Et il y a un petit produit qui a été monté, qui se vend très bien, qui s'appelle Légendine, qui est une visite guidée, et qui prend comme support le patrimoine, mais où on vend, entre guillemets, du rêve et de l'imaginaire sur la Corse. C'est 1300 visites vendues en saison estivale, c'est quand même, pour nous, c'est quand même pas mal. Donc pour vous dire qu'on ne s'est pas forcément intéressé au tourisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Alors si on compare 98 et 2017, donc on est à peu près à 17 ans, on a 17 ans de label très exactement. Aujourd'hui, les touristes en Corse, c'est 3 millions, c'est plus 1 600 000. Les séjours sur la région Bastiaise, c'est plus de 250 000, c'est 500 000. Donc je ne peux pas dire qu'on ait attiré plus de visiteurs. En revanche, la durée moyenne de séjour sur l'ensemble de la Corse était de 15 jours en 98, souvenez-vous, elle est de 10 jours aujourd'hui. Donc on a quand même diminué de pratiquement un tiers la durée moyenne de séjour. À Bastia, nous étions à 2,5 jours en 98, on est à 4,5 aujourd'hui. En termes de qualité d'hébergement, on en parlait. On était à 12 structures hôtelières à Bastia en 1998. Sur ces 13, nous avions 11 2 étoiles et 2 non classés. Aujourd'hui, on a 16 structures hôtelières, on a un 4 étoiles, 13 3 étoiles et 2 structures non classées. Pour vous dire que, effectivement, ça n'intéresse pas les gens de prime abord. Mais c'est un excellent support. Et comment on se bat dans une région qui a une image différente de celle qu'on veut passer ? Je crois qu'il faut d'abord s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire la fierté des gens de leur ville. On parle souvent, c'est une notion un peu galvaudée, des ambassadeurs du patrimoine, des ambassadeurs de notre ville. Mais chez nous, je peux dire que ça a plutôt bien marché. Voilà. Merci à vous. Bonjour, donc Mélanie Beer, je travaille pour Atout France, l'agence de développement touristique de la France. Peut-être pour commencer, on va passer une petite vidéo. Alors je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je pense que c'est important que vous la voyiez. Je ne sais pas si la régie peut lancer la vidéo. Est-ce que ça va marcher ? Bon, en attendant, je vais vous dire quelques mots sur cette vidéo, sinon je vous incite à aller la voir sur YouTube. Elle s'appelle tout simplement Explore French Culture. Elle a été vue plus de 130 000 fois. On l'a lancée en mars 2017. C'est issu d'un projet qu'on a créé donc, avec le Cluster Culture, dont je vais vous parler un petit peu après. Cette vidéo, en fait, on s'est vraiment aperçu, on en a parlé un petit peu plus tôt, en termes touristiques, ce qui est très important pour toucher les populations aujourd'hui internationales, ça passe notamment par la vidéo. Et chez Atout France, l'important, c'est d'essayer de toucher l'émotion, c'est de créer l'envie. Parce qu'aujourd'hui, un touriste un potentiel qui va notamment en Europe, il a l'embarras du choix. Donc la première chose qu'il va faire, c'est aller sur Google et il va chercher de l'inspiration. Et ce qui va créer cette inspiration, c'est notamment via donc les nouveaux outils numériques qu'on a, et notamment justement la vidéo. Donc je pense que ça ne marche pas, donc je vous invite, elle s'appelle Explore French Culture. Moi je vais vous dire, je vais juste Marie-Lise a donné beaucoup d'informations, mais je vais juste compléter quelques chiffres clés. En effet, la France, il faut le rappeler, est le premier pays touristique au monde. On a un patrimoine bâti, naturel, culturel et immatériel qui est extrêmement important. Avec l'Italie, on est sans doute parmi les pays européens et les pays mondiaux les plus intéressants dans ce sens. En quelques chiffres, la France, c'est 40 000 monuments et sites protégés. C'est 39 sites culturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est plus de 8000 musées en France et 500 festivals. Et je ne vous cite pas aussi évidemment le théâtre et les concerts, la danse
et tous les nouveaux espaces de musées qui se créent chaque année. Donc on a un vrai potentiel. La France est un pays riche en termes culturels et on s'aperçoit que les touristes viennent, comme le disait Marie-Lise, viennent avant tout, en tout cas la moitié des touristes viennent en France pour la culture. Cependant, évidemment, aujourd'hui, la compétition est de plus en plus forte, notamment venant d'Italie, de l'Espagne, l'Allemagne, mais aussi des pays plus lointains, la Chine notamment, qui est vraiment en train de se développer en termes touristiques, ou des nouveaux pays, je pense notamment à Abu Dhabi, qui va ouvrir donc le Louvre bientôt et qui a fait le choix de positionner son pays comme une nouvelle plateforme culturelle au Moyen-Orient. Et donc ça fait partie de ces nouveaux flux touristiques qui sont tendus notamment vers l'Asie, l'Afrique ou encore l'Amérique du Sud. Donc pour la France, c'est important de casser avec cette image d'Épinal, qui est évidemment une première image, mais il faut aussi qu'on se renouvelle, qu'on continue à être moderne, et qu'on définisse des identités propres afin de séduire des segments particuliers et de créer l'expérience. Et c'est là où c'est important, et je pense que vous en avez tous un petit peu parlé, l'idée de l'expérience, c'est vraiment ça qui va permettre de séduire aujourd'hui le touriste. Notamment à travers les nouveaux outils, on s'aperçoit que les musées aujourd'hui ont compris l'importance du numérique. On va avoir par exemple à la Conciergerie, qui appartient au Centre des Monuments Nationaux, a créé un histopad où maintenant on peut vraiment visiter la Conciergerie avec un iPad et en fait ça apporte une plus-value dans la visite. Mais aussi par exemple, on s'aperçoit de l'importance des nouveaux réseaux sociaux, notamment TripAdvisor qui a fait récemment donc un classement pour les plus grands musées au monde et on s'aperçoit que le musée d'Orsay est le numéro 3 mondial. Donc c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important et il ne faut pas le minimiser. Aujourd'hui, beaucoup d'internautes vont passer par TripAdvisor, vont regarder les avis, quoi faire dans cette ville et si les sites culturels remontent dans les critères, la personne va se dire ah bah ça vaut peut-être le coup que je prenne ce temps. Sur une semaine, je vais avoir ce créneau et je vais faire cette visite. Donc c'est vrai que c'est des choses qui ne faut surtout pas, dont il faut vraiment penser. Donc cette attente-là, elle est forte et donc je pense que l'atout de la France, c'est aussi de valoriser donc, ces sites comme des lieux de vie aussi. Qui peuvent diversifier leurs activités. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a aussi des sites culturels qui donnent la possibilité donc, de se restaurer, mais aussi de dormir au sein des établissements, d'avoir une vraie expérience unique. On s'aperçoit aussi qu'il y a quelques exemples de restauration, comme le restaurant Ducasse au château de Versailles, mais aussi l'hôtel du à Lyon, où voilà, il y a de nombreuses choses qui sont faites pour créer de la nouveauté. C'est aussi l'offre de location d'espace au sein des patrimoines pour les événementiels privés, notamment, que nous, en tout cas au sein du cluster, on facilite. Et ça m'amène à vous parler du rôle d'Atout France. Donc au-delà de ce qu'a dit Marie-Lise tout à l'heure, Atout France, nous, on essaye, dans un premier temps, déjà de s'appuyer sur les grands événements de la France pour communiquer notamment sur les grandes expositions, les spectacles vivants, les festivals. On fait ça à travers nos moyens de communication. Le site france.fr, qui est notre nom de domaine et avec lequel on communique, nos réseaux sociaux et bien sûr... Ah voilà, la vidéo est arrivée. Je vais m'arrêter quelques secondes et je vais vous la laisser la regarder. Si elle fonctionne.
Donc voilà la version courte qui dure 40 secondes, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on estime que le temps de mémorisation d'une personne est entre 20 et 40 secondes. Donc il faut faire des vidéos extrêmement courtes, extrêmement punchy, comme vous pouvez voir, où en fait, donc nous c'est un vrai challenge, parce que comment résumer la culture française en 40 secondes. Voilà quelques exemples. Il y a une version un peu plus longue qui fait 1 minute 20, qui est un peu plus lente aussi, qui est du coup plus agréable, que vous pouvez retrouver sur YouTube, dont je l'ai donné la référence. Donc voilà un des exemples de travaux qu'on fait au sein du cluster. Et pour revenir au rôle d'Intou France, donc, on travaille également en partenariat avec des acteurs clés du secteur culturel. C'est le cas des centres monuments nationaux. On a également fait une convention cette année avec la réunion des musées nationaux du Grand Palais et le ministère de la Culture et de la Communication. On participe aussi à valoriser le tourisme culturel à travers des marques mondiales et des contrats de destination. C'est notamment le cas du contrat Normandie Paris-Île-de-France destination impressionniste, ou autour du Louvre-Lens ou du Val-de-Loire. Et l'idée, c'est d'avoir des vraies thématiques clés pour pouvoir attirer le touriste avec des grandes marques, en fait. Parce que c'est vrai que la France, elle est plurielle, elle est très large, et donc c'est le touriste peut un peu se perdre au milieu de toute cette offre. Et donc, on essaye aussi de segmenter avec ces marques-là. Et le dernier point du rôle d'Intou France, c'est dont je suis responsable, c'est le cluster tourisme et culture. En fait, il a été créé en 92. Aujourd'hui, c'est 53 membres, dont le Louvre, Orsay, le Mucem, les châteaux de la Loire, mais aussi les villes de Nantes, de Lille, Rennes, Le Havre. Et en fait, l'idée, on fonctionne un peu comme une association. On regroupe tous ces sites culturels et autour d'une même réflexion et d'une même envie, donc de se promouvoir à l'international. Et donc, on va monter des actions marketing toute l'année avec ces 53 membres. Et donc, ça va être des actions 360 degrés, ça va des actions liées aux professionnels du tourisme, mais aussi à la presse, aux influenceurs, aux blogueurs, et bien sûr au grand public. Et parmi les projets grand public qu'on a lancés récemment, il y a le projet Imagine France. On parlait notamment de l'importance de créer un imaginaire. Ce projet est parti de cette idée. C'était aussi de casser un petit peu avec l'image qu'on pouvait avoir classique de la France et de montrer une image innovante. On a donc travaillé avec la photographe Maya Flor, qui depuis a eu le prix HSBC de la photographie. Et en collaboration avec l'Institut français, on a lancé en fait une grande exposition itinérante qui présentait 28 photos. Je vous invite à aller voir, le site s'appelle Imagine France. Et donc ce projet en fait a permis de créer 70 expositions dans le monde entier, dans plus de 35 pays. Pendant 4 ans, l'exposition elle s'est déplacée de pays en pays et a permis de toucher un très grand nombre de touristes et surtout de présenter des photographies qui sont très différentes de ce qu'on peut attendre. Je vous invite à les regarder, c'est assez intéressant parce que même nous qui connaissons bien notre patrimoine, il y a certaines photos où ça apporte le questionnement, on se dit c'est où, c'est intéressant, et surtout on a un nouveau regard sur le patrimoine. Et ce projet, fort de ce succès, on a lancé un nouveau projet qui va sortir donc en 2018, toujours avec l'Institut français, où là il y aura l'idée c'est d'avoir 4 grands photographes étrangers qui vont apporter un regard différent sur notre patrimoine. Et donc ils ont fait leur prise de vue cet été, et le projet sera aussi accompagné d'un volet numérique, puisque c'est aussi un des points importants pour nous d'associer le numérique, et avec un couple de francophones qui vont apporter une dimension digitale aux photos, où on pourra scanner les photos et les photos s'animeront pendant l'exposition. Donc cette exposition va être lancée dans quelques mois, et elle aura aussi un projet itinérant, et elle sera présentée au Japon, en Chine, etc. Sachant que le projet Imagine France, le premier volet, en ce moment, pour vous donner un ordre d'idée, elle est exposée au Mexique, en Chine, au Japon, et elle vient de se terminer à Moscou. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des nouveaux projets qu'on crée aussi, parce qu'on s'aperçoit que les motivations changent, les besoins changent, et aussi la clientèle est a de plus en plus de choix, et donc il faut aussi qu'on commence à vraiment rationaliser notre façon de travailler. On n'est plus juste le premier pays touristique au monde où les gens vont venir, et il y a vraiment eu une prise de conscience, je pense, suite aux événements l'année dernière,
l'année d'avant, qui ont vraiment... Il y a eu une prise de conscience générale. Ah oui, quand les touristes viennent plus, ça fait quand même... Ça a eu un impact sur la France entière. Et je pense que ça a permis aussi d'accélérer aussi beaucoup de choses, notamment on a eu au sein d'Atout France un plan de relance qui a permis d'avoir des budgets supplémentaires pour relancer le touriste et aider aussi, et donc on est très content que les chiffres repartent à la hausse et c'est une très bonne nouvelle et aussi je pense pour l'image de la France en général. Voilà. Un grand merci, donc merci pour la passion et l'enthousiasme. Donc c'est vrai qu'on parlait de champs comme ça, d'expériences nouveaux aussi pour notamment de tout ce qui était savoir-être, de tout ce qui était après lié à des tourismes, un tourisme de bien-être, mais un tourisme qui correspondent même un tourisme spirituel, des recherches différentes aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce qu'il y a quelques questions et à l'intention de qui? Si c'est le cas. Oui. On va vous faire passer. Merci beaucoup, Hamman, architecte. Je vous remercie d'avoir bien présenté les choses, mais je voulais cibler particulièrement Madame Bir par rapport au patrimoine. Il me semble que le petit patrimoine en France et à Paris en particulier, c'est-à-dire les architectures de briques qui sont autour de Paris, quand les touristes viennent, on ne les permet pas d'aller visiter. Moi, quand j'ai fait venir mes étudiants des États-Unis pour visiter ces architectures, ces maisons de briques de terre, qu'on les envoie en l'île, et les populations qui y habitent pensent que c'est une architecture faite pour les pauvres, parce que la majorité des populations viennent d'Afrique. Merci. Est-ce que... Oui. Écoutez, oui, évidemment, je pense que ça revient à ce que je disais il y a quelques minutes, c'est la diversité de l'offre est telle que c'est un vrai challenge aujourd'hui. Un touriste qui arrive en France... D'ailleurs, on en a parlé un petit peu, mais là j'ai quelques chiffres qui sont intéressants. Il y a 5 sites culturels qui totalisent près de 40% de la fréquentation totale des touristes. Donc en fait, il y a un vrai, et c'est notamment, il y avait un clivage Paris, région française et province qu'on essaye de développer et justement d'éviter de creuser. Et on s'est aperçu qu'après les attentats terroristes notamment, les flux touristiques allaient par exemple vers le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel a eu de très bons chiffres. Les villes comme Nantes ont eu des excellents chiffres parce que justement ces flux touristiques changeaient de peur de rester dans la capitale. Donc, on y travaille vraiment pour essayer de développer justement, et ça fait partie on essaye d'attirer un touriste qui va venir par exemple du Japon, il va avoir plein d'images en tête et c'est vrai que c'est là où il faut structurer l'offre, les circuits, où est-ce qu'il va en premier, qu'est-ce qu'il visite, dans un temps qui est bien sûr défini. Donc c'est un vrai challenge. Après, c'est aussi la force de notre patrimoine aussi. On ne va pas se plaindre d'avoir plein de choses à visiter, mais je vous rejoins en effet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, on va vous remercier toutes et tous. Et donc, l'association, merci. L'association reste à votre disposition et vous avez également le site donc, des sites et cités remarquables de France, qui est une vraie mine d'informations. Merci beaucoup et bonne journée.